Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les titres. La population de la commune de Kisenso appelle de tous ses voeux la révolution de la modernité. Elle éprouve de la peine à se mouvoir dans ce coin de la capitale enclavé qui n'a pratiquement pas de route asphaltée. Dossier dans ce journal. Et les morts sont les grands oubliés de la province du Bandundu. Impossible de les conserver avant leur inhumation. La morgue municipale étant en panne depuis près d'un mois. La société civile en appelle aux autorités compétentes. Et enfin, la population de la cité de Kichanga vit dans la hantise d'être la proie d'un groupe armé qui a établi ses quartiers à quelques kilomètres de là. Il s'agit de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain qui commet des exactions au quotidien. Merci d'être nombreux à ce grand rendez-vous d'information qui s'ouvre par la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants de la cité de Kichanga, à 80 km au sud-ouest de Goma, en territoire de Massissi, accusent les combattants du groupe armé de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCS, du général autoproclamé Javier Karairi, basé à 4 km de cette cité, de commettre plusieurs abus dans leurs agglomérations, et cela chaque jour qui passe. Ces habitants appellent les autorités à résoudre ce problème au même titre que le M23 et les ADF Nalou. Les détails avec notre correspondant dans la région, Patrick Sialoua. Basé à 4 km de la cité de Kichanga, au village Ngingwe, ces combattants d'APCLS sont pointés par les habitants de cette cité des très auteurs de plusieurs pillages et autres abus dans la région. Un habitant de Kichanga, joint au téléphone ce vendredi, explique. Il y a les problèmes de pillage, il y a les problèmes de massacres qui se perpètrent dans le centre de Kichanga chaque nuit. C'est comme il y a la présence de ce groupe armé, village de quelques 4 à 5 km de Kichanga qu'on appelle Ngingwe. C'est cela leur campement. La population qui est là arrive à accuser ce groupe armé d'être l'auteur de ces exactions. À Kichanga, les habitants craignent la répétition des événements du 27 février au 5 mars 2013, où des centaines de personnes avaient été tuées et des milliers de maisons incendiées suite aux affrontements entre ces combattants d'APCLS et les FARDC. Il n'y a pas 4 jours qu'ils ont attaqué une position des FARDC sur les collines de Kibarizo qui surplombent Kichanga et ils ont incendié même une position. C'est un grand danger. La population croit que d'un moment à l'autre les affrontements peuvent commencer et voir encore Kichanga incendié. Les habitants de la région ne demandent que la paix, d'où un appel est lancé aux autorités politico-militaires à tous les niveaux de s'occuper de ces mouvements rebelles, comme ce fut le cas avec les M23 et aujourd'hui les ADF Nalou. Et une nouvelle de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Un incendie cet après-midi d'un dépôt d'armes des FARDC situé au camp Brigade. Le feu serait consécutif à une décharge électrique après que la foudre se soit abattue sur les lieux. L'on signale d'énormes dégâts sur le plan humain, mais aussi matériel. Les détails avec notre correspondant Franck Bambi. Les dépôts d'armes secondaires des FARDC a pris feu cet après-midi à Mbujimayi. Situé au camp Brigade à proximité du polygone de la minière de Bakwanga, ce magasin a explosé suite à un incendie provoqué par une décharge électrique. Les munitions et armes de tout genre, notamment de lance-roquettes, ont explosé en plusieurs directions. C'est là qu'elles ont causé des dommages humains et matériels. Pour l'instant, les informations en notre possession font état de 5 personnes tuées, dont un enfant et une écolière. Les magasins Kimbondo et l'église Zoé Tabernacle sont aussi touchés. Ce bilan n'est que provisoire. Une panique générale a gagné tout de suite et toute la ville. Marchés, écoles, bureaux ont fermé en débandade. Certains parents continuent de rechercher leurs tout-petits à travers les rues de Mbujimayi. Pour calmer la population, le gouverneur de province a lancé un message radiodiffusé, message dans lequel Alphonse Ngui Kassanji a précisé la cause de ces explosions et appelé ses administrés à rester à la maison afin d'être à l'abri de ces explosifs. Pour l'heure, Mbujimayi retrouve peu à peu son calme habituel, même si la psychose est encore bien présente dans bien des esprits. Mbujimayi, Franck Mbambi Tikungwila, B1. Brève escale au Parlement où la seconde lecture du budget a commencé au Sénat quelques jours après son adoption à l'Assemblée nationale. La loi des finances pour l'exercice 2014 suit donc son cours normal avant sa promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le Premier ministre qui attend de pied ferme son enveloppe budgétaire a eu une entrevue ce jour avec le directeur du BCECO. Il s'est agi de l'examen du projet de réhabilitation de 6 immeubles destinés à l'administration publique. Images et commentaires. Oui, effectivement, nous venons d'être reçus par
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il était question de pouvoir examiner le processus en rapport avec le projet de réhabilitation des 6 immeubles qui est destiné à l'administration publique. Et à ce sujet, nous avons décrit les chronogrammes, l'état d'avancement actuel ainsi que les chronogrammes, et nous avons reçu les instructions claires de la part de Son Excellence sur les standards qu'on doit pouvoir observer par rapport à ces projets. Je ne pense pas, il n'y a pas un problème de financement, ni encore un blocage. Nous sommes à la bonne voie entre la primature, la Direction générale des marchés publics ainsi que le BCECO qui a été désigné comme agence d'exécution. Et je pense que nous mettons le bouchée double pour que d'ici la fin de la semaine prochaine, qu'on puisse terminer le processus de sélection des entreprises et que début février, qu'on puisse inviter l'autorité à pouvoir lancer les travaux. Bon, effectivement, le timing a été examiné. Nous pensons que si nous commençons au début du mois de février, nous serons à même de pouvoir livrer les ouvrages 7 à 8 mois après. Donc, je pense que nous serons dans les timings, surtout par rapport au grand projet de l'immeuble du gouvernement qui va se terminer le 31 décembre. Donc, nous serons dans les bons. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait de propos recueillis. Et on revient au volet sécurité. James Swan a eu la primeur du contenu des contacts Richard Muyej-Manguez-Mans. Le ministre de l'Intérieur a entrepris avec des représentants des communautés du Katanga en vue de la restauration de la concorde provinciale entre tous. L'idéal est que les phénomènes du genre Bakata-Katanga disparaissent à jamais. Suivez. L'évolution de la situation sécuritaire au Katanga préoccupe aussi les pays amis à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'ambassadeur des États-Unis en RDC a rencontré ce mercredi 22 janvier 2014 le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguez-Mans, qui est en séjour à Lubumbashi. Je suis là pour accompagner l'envoyé spécial pour les Grands Lacs et la RDC, l'ex-sénateur Russ Feingold, pendant son périple dans l'est du pays. Je profite aussi de cette occasion d'avoir une visite de courtoisie près du ministre de l'Intérieur afin de parler de la situation sécuritaire dans la province du Katanga et en outre des préparatifs aux élections. Ils nous ont expliqué qu'il est sur place depuis presque 10 jours afin d'avoir des consultations avec les autorités locales, avec la communauté, afin d'assurer que quelques difficultés sur le plan sécuritaire soient rapidement maîtrisées et que, évidemment, des mesures soient prises afin d'assurer la protection de la population civile et que on puisse procéder vers le cycle électoral sans perturbation. Le Katanga abrite l'une des plus importantes unités de production de cuivre et de cobalt, Tenke Fungurume Mining. Le diplomate américain a saisi l'occasion pour visiter cette entreprise minière appelée à s'investir davantage dans le social. Nous avons eu l'occasion de voir plusieurs projets au-delà des activités économiques menées par cette société minière, y compris des bonnes collaborations avec le ministère de dans le domaine de l'assistance sanitaire. Nous avons vu aussi certaines activités afin de promouvoir l'entrepreneuriat local, des efforts afin d'assurer une bonne consultation avec les chefs traditionnels, les représentants de la société civile des communautés vers l'endroit. C'est dans une atmosphère détendue qu'est s'est déroulé cet entretien. Toujours dans la province de Moïse Katumbi Chapoué, on tisse à présent un lien entre la sécurité et la religion. Des chefs de confession religieuse, des chefs de village et des leaders de la jeunesse bénéficient à Kalemi d'un séminaire sur la détection des mines et autres engins explosifs. L'objectif est d'éviter des morts et d'autres amputations. Suivez. Il s'est ouvert un séminaire de renforcement de capacité sur l'éducation au risque des mines et RM en sigle ce jeudi.
L'atelier est organisé par l'ONG NEDEX entendait neutralisation, déminage et démolition des explosifs. Dans 3 jours, les participants vont apprendre comment détecter une mine et autres engins non explosés. Cadre choisi la salle de la commission diocésaine Justice et Paix à la Maison de la Femme. Y prennent part les chefs des villages, les responsables des jeunes, les responsables des églises et donc les leaders communautaires. Pour cette première journée, l'oral s'est focalisé sur la définition du concept et surtout le rôle que joue NEDEX dans la lutte anti-mine. Il faut noter que NEDEX poursuit entre autres comme objectif former les leaders communautaires, limiter si pas éradiquer les dégâts que causent les mines et les engins non explosés. À la question de savoir l'état des lieux de la problématique des mines au Katanga, William Bourama dit que le territoire de Manono et celui de Kabalo sont des zones dangereuses. 30 personnes de différentes localités comme Kabulo, 40 km de Kalemi, Miketo, Kaba-Congo, parmi lesquelles 4 femmes prennent part à cette formation. Notons en passant que cette formation est à sa 2e journée. Et de retour dans la province du Nord Kivu, on parle encore religion avec la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a pendant son séjour dans cette province posé la première pierre pour la construction de la cathédrale de Goma, une bâtisse de 2500 places assises. Cela après avoir assisté à la messe dite par l'archevêque de ce chef-lieu de province, Monseigneur Théophile Kaboy. Suivez. C'est après avoir assisté à la messe dominicale dite par l'archevêque de Goma, Monseigneur Théophile Kaboy, que l'épouse du chef de l'État, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la cathédrale de Goma. La nouvelle cathédrale de Goma sera bâtie sur la monticule de Kitutu au quartier Keshero et c'est une bâtisse qui aura la capacité de 2500 places assises, avec dans l'aménagement extérieur une salle polyvalente, des toilettes publiques, une résidence du prêtre responsable. Pour l'initiatrice de cette œuvre, la première dame de la République, cette cathédrale est un symbole de paix dans cette partie du pays qui a été pendant plus d'une décennie théâtre d'affrontements armés. Ces populations du Kivu, meurtries par des guerres, ne peuvent trouver une meilleure consolation qu'auprès de leur Dieu et donc dans ce temple. L'essence que Marie-Olive Lembe Kabila donne à la construction de cette cathédrale après le rétablissement de la paix qu'elle croit durable. Pour y arriver, l'épouse du chef de l'État a reçu les soutiens financiers de plusieurs personnes de bonne volonté qu'elle a tenu à remercier sur les lieux de la manifestation. Le premier contributeur, son époux, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Kuna numéro 1 mwenyewe penye tu alipata habari ya hii neno kubwa, aliweka mkono wake na ndio yenyewe ilinipatia courage ya kuendelea. Ni baba yetu rais wa Kongo, baba president Joseph Kabila, gouverneur wa Katanga, mwenye alitusaidia sana kutufanyizisia mchango. Gouverneur Moïse, kuna Sofikome, banki Sofikome, kuna kuja mama Carole Agito wa Sonas, Constantin Bengele wa FPI, kwanza alitusindikiza tuko naye hapa. La première dame de la République a saisi cette opportunité pour lancer un appel à la mobilisation pour la collecte des fonds dans le but d'achever cette œuvre. Cette initiative de l'épouse du chef de l'État a été saluée par les membres du gouvernement, les députés nationaux et ceux du Nord Kivu qui l'ont accompagné dans cette action. C'est après avoir accompli cette précieuse mission que Marie-Olive Lembe Kabila a regagné Kinshasa à bord d'un jet ce lundi 20 janvier 2014. On va malheureusement parler d'une nouvelle moins bonne. Comme vous l'avez suivi dans les titres, on se rend cette fois dans l'ouest de la République démocratique du Congo, à Bandundouville. Les morts sont oubliés avant d'être enterrés. L'état actuel de la morgue municipale, tombée en panne depuis près d'un mois, n'inquiète personne et les personnes éplorées sont obligées d'enterrer directement leurs morts pour ne pas laisser les corps se putréfier. La société civile se montre à ce sujet très critique vis-à-vis des autorités.
morgue à Bandundouville, chef-lieu de la province, portant le même nom. La seule morgue qui existe est tombée en panne à Bellurette. Ça fait aujourd'hui près d'un mois que la population du chef-lieu de la province ne sait plus à quel fin se vouer. Les décès en cascade qui surviennent, on n'a pas de choix de les garder au-delà de 24 heures. La plupart des gens ont du pain sur la planche de procéder brusquement à l'enterrement de leurs cadavres. La société civile pointe du doigt à la mairie d'organiser une mauvaise gestion de la morgue et exhorte l'autorité urbaine de remettre vite les choses en ordre. Entre-temps, les corbillards de la mairie, souvent en panne, ne parviennent pas à satisfaire les besoins de la population très mécontente. Ce sont des fois des jeeps et des bus de privés qui sont mis en location pour pallier à ces problèmes. Jusqu'à quand la population de Bandundouville va rester dans cette impasse? Telle est la question que se pose tout chacun à travers le riel de Bandundu. Tous les efforts consentis pour contacter les maires de la ville sont restés sans succès. On change de chapitre pour parler environnement. Deux publications portant sur des réflexions et des discussions sur le processus RED+ en RDC ont été au centre d'un atelier ouvert par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Les détails dans ce reportage. L'évolution du processus RED en RDC a fait l'objet de la publication d'un ouvrage de 2 volumes intitulé « La déforestation en RDC ». La présentation a eu lieu ce vendredi par l'ONG CODEL en collaboration avec CIFOR. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. C'est des analyses très pertinentes qui ont été conduites suivant une méthodologie particulière de CIFOR. Toute cette réflexion a été rassemblée dans un rapport. Il y en a 2. Il y a le premier qui a abordé les aspects de l'analyse politique, économique, institutionnelle, juridique de la RED. Et le deuxième, c'est une analyse du discours médiatique. Cette publication est une réponse à plusieurs interrogations se rapportant au processus RED en RDC. Que tous les aspects que vous êtes en train de citer tout à l'heure, l'aménagement du territoire, il y a un financement qui est prévu, le foncier, il y a un financement qui est pris, ainsi que le volet agriculture. Mais le problème est que tous ces 3 compartiments devaient être financés par le gouvernement norvégien et nous sommes actuellement en discussion pour obtenir ce financement au travers du Fonds national RED. Une fois que le Fonds national RED sera capitalisé, on aura à financer les 7 options programmatiques telles que reflétées dans la stratégie cadre RED de la RDC. Mécanisme que veut voir le gouvernement congolais devenir une réalité et un enjeu politique. Donc on est dans une phase d'étude et que d'ici peut-être 2-3 ans, je vous ai parlé de l'année 2018 où on sera dans la phase de mise en œuvre. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire qu'il y a un avenir certain pour la question RED dans notre pays. Cet ouvrage va contribuer à la connaissance du processus RED en RDC par rapport à sa complexité et ses nombreux enseignements. Et toujours dans le même secteur, ouverture ce vendredi de la 2e table ronde de la communication environnementale portant sur la responsabilité des entreprises congolaises dans la protection de l'environnement. Des assises qui regrouperont pendant 2 jours les décideurs politiques, plusieurs experts en la matière, ainsi que les différents médias. Tous sont réunis à l'Université catholique du Congo en vue d'élaborer des stratégies de communication efficaces capables de changer cette situation. Ce reportage est de Karine Gamundele, rendu par Julia Pandi. Je suis pragmatique. Le comportement de certaines entreprises ainsi que leurs partenaires n'est pas de nature à préserver l'environnement et cela pose un problème de conscience et de responsabilité écologique. Pour pallier cette situation, la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo a résolu de réunir pendant 2 jours les acteurs de la communication environnementale, les décideurs politiques, les entreprises et tant d'autres acteurs pour réfléchir sur la responsabilité des entreprises congolaises dans la protection de l'environnement, en vue de concevoir des stratégies communicationnelles environnementales capables d'aiguiser la conscience écologique des entreprises et de leurs partenaires. Nous avons décidé au niveau de la faculté de commencer à organiser chaque année une table ronde.
vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de gens. L'objectif, c'est de réunir des spécialistes afin de discuter sur des questions spécialisées. Ça, c'est pour situer l'origine de cette activité. Alors, cette année, nous avons voulu discuter avec les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Les entreprises ne sont pas là que pour faire des profits. Elles ne sont pas toujours là que pour faire ce qu'on appelle le marketing sociétal. Les entreprises sont aussi là pour s'occuper de l'environnement. La mise sur pied d'actions en amont pour amener la population à un changement de comportement, tels les souhaits que ces chercheurs formulent à l'endroit du gouvernement. Soyons sérieux, agissons sérieusement sur l'environnement et en le protégeant. C'est ça notre appel. Les gouvernements, les pouvoirs publics devraient aussi organiser et appuyer ce genre d'activités pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser davantage les individus. Il ne suffit pas seulement de traquer ou d'imposer des taxes écologiques. Ça ne suffit pas. Et de prendre des mesures et de dire que cette mesure entre en vigueur à la date de sa signature. Non, ça ne suffit pas. Mais il faut une opération en amont. Signalons qu'il est reproché à certaines entreprises de polluer l'environnement, de menacer la population et les écosystèmes en déversant des déchets toxiques dans les cours d'eau ou dans la nature. Les entreprises doivent avoir un marketing responsable afin de fiabiliser l'offre, de recycler des déchets et avoir un discours promotionnel responsable. Infrastructure à présent, le sort de la commune de Kisinso est décrié par ses habitants et tenez-vous bien, par ses autorités aussi. Tenez, elle renferme une seule avenue à peine asphaltée. Les normes urbanistiques ne sont pas au rendez-vous alors que la commune est située sur une colline d'un côté, le long des cours d'eau comme la rivière Ndjili de l'autre. Le constat de votre rédaction dans ce mini-dossier. Sans urbanisation, la commune de Kisinso ne vaut pas un penny. C'est la triste réalité qui sévit dans ce site, jadis appartenant au Tekewumbu, sous l'appellation de Isinso, termitière en français. Ce coin qui a abrité les fabricants des bacs vides pour le camp de M. Gosmas s'était vu envahi par le peuple Congo à l'occasion de l'accession du pays à l'indépendance. Le phénomène Sanguluzaku, c'est-à-dire servez-vous, avait déterminé les frères et cousins de Kassavubu, alors premier chef de l'État, à se servir des terres sur une zone pourtant interdite d'occupation. Plus de 50 ans après, les répercussions sont flagrantes. Beaucoup de répercussions aujourd'hui. Vous avez des avenues qui commencent et qui se terminent en cul-de-sac. C'est vraiment un grand problème. Aujourd'hui, la régie des eaux, pour installer les tuyaux, est obligée de traverser des parcelles puisqu'on n'a pas respecté les normes. Tout le monde s'est servi. Il y a même des gens, des parcelles qui sont enclavées, qui n'ont pas d'issue, puisqu'on s'est servi de n'importe quelle façon. C'est vraiment un sérieux problème. Aujourd'hui, même la SNEL, pour installer les poteaux, parfois on est obligé de traverser dans des parcelles privées, ce qui n'est pas commode. Mais c'est la conséquence de cette occupation anarchique-là. Avec ses 16,16 km² de superficie, Kisinso ne connaît pas l'asphalte. Seule l'avenue de la Renaissance peut faire exception avec les récents travaux de l'autorité. Pourtant, l'unique avenue asphaltée ne l'est qu'en partie. On en voudrait pour preuve le reste des avenues principales. La route numéro 3, à part Bakongo, Bandundu, ezali nzela oyo, okouta na ville, okenetina mboka kuna. Biloko eza kuna ezopola, moye koma wezate. Ça c'est okufa nzala pona nini, tozozanga banzela malunga. Okende bo, ba camion ezokota tina mapango ya batu, po nzela eza susute. Okende ti na aéroport baluki po matete. Olongwe na ville, ti na bamboka oni eza kuna bamboka pena ba village. Biloko ezopola kuna moye koma wezate. Les petits efforts entrepris par la municipalité ne seront qu'une goutte d'eau dans la mer tant que l'autorité de tutelle ne s'impliquera pas. Nous voudrons que les routes soient asphaltées. La commune de Kisinso est parmi les 24 communes de la ville de Kinshasa. Je pense qu'il doit se classer parmi les 3 premiers ou bien les 4 premiers pour les recettes. Hein? L'hôtel de ville nous félicite beaucoup, surtout les gouverneurs de la ville. Mais ce qui nous fait mal, dès qu'il promet, mais il n'y a pas de réalisation. Nous sommes là pour conseiller la population, qu'on
puisse respecter leurs limites parcellaires et les avenues et des riels. Quoi que l'on dise, l'urbanisation méconnue de Kisanso est pourtant attendue de tous ses habitants. L'attente n'a fait que durer. Et vous aurez bientôt donc, à travers nos différents journaux télévisés, de grands reportages consacrés à l'urbanisation de la commune de Kisanso, dont les habitants appellent de tous leurs vœux. Vous l'avez suivi, l'avènement de la révolution de la modernité. Et une brève sportive dans ce journal avec le football. Il s'agit de la victoire du FC Nzakimwena sur le Normand sur un score d'1-0. C'était dans le cadre de la 15e journée du championnat de Kinshasa et Pefkin. Nous y reviendrons. En culture, on va terminer par là. Un air de jazz vous est proposé dans ce journal avec ce reportage sur Gabriel Wadiguesila. Il est musicien, compositeur et arrangeur. Il est accompagné par son groupe Kinjazz. L'artiste a présenté au grand public un résumé de ses recherches. Sa particularité, il mélange le jazz à l'afro-jazz et à la culture congolaise. Les détails nous sont donnés par Julie Sefou et Taylor Chibaya. C'était un répertoire afro-jazz que Gabriel Wadiguesila et Kinjazza ont présenté au grand public. Pour celui qui passe pour le prof chez ses fans, il était temps de faire le condensé de son parcours jusqu'ici. Préservant ses souches congolaises, Gabs, pour les intimes, a offert une originalité sans pareille. Le brassage du jazz avec la musique africaine, spécialement la musique congolaise. J'ai un peu essayé de parcourir vers le nord, vers le sud. Voilà, donc je vais essayer et c'est une première fois que je présente ce projet comme ci parce que voilà, je l'ai déjà présenté ici même sous une autre forme et là aujourd'hui, par exemple là la première fois il y avait la guitare, aujourd'hui il n'y a plus pas de guitare, il y a eu juste le piano. Le public, tant des connaisseurs que des amateurs, ont bu du vrai miel et été nourris à la sauce de Kinjazza et de ses invités. C'est un grand musicien d'abord. Et il a pris à présenter parce qu'il est à présenter au grand public, mais pas au public connaisseur. Il y a un public pour ça. Mais ce public-là, on l'a un peu bandé quoi, avec d'autres artistes que vous connaissez, mais on nous a un peu occulté quoi. Mais ça gaze. Il y a maintenant un public jeune qui aime d'autres musiques. Ils sont d'ailleurs nombreux plus que ceux qui n'aiment pas ça. Un jazz qui, à cause de sa particularité, a galvanisé même les plus jeunes. Il essaie un peu de mixer les jazz afro, je sais pas, les jazz proprement dit et notre culture. Il essaie un peu de valoriser notre culture. Et si on a trouvé, il a mélangé les jazz et nos cultures ici, nos chansons folk. Donc c'était vraiment du bon. Pour un rendez-vous, c'en était un autour du jazz et de l'afro-jazz, mais aussi du Congo jazz, fruit de plusieurs recherches et de la technicité du maestro. Mesdames, Messieurs, j'ai été très heureuse d'être chez vous pour ce grand rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi depuis Kikwit dans la province du Bandundu et depuis les Caraïbes à l'autre bout du monde. Votre week-end est garanti qualité si vous restez scotché au programme de B1 Télévision. Je vous retrouve bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À très bientôt.